jours maintenant qu'ils descendent dans la rue à Tanger, Agadir, Casablanca ou encore Rabat. Ces jeunes Marocains réclament un meilleur avenir. Moins de chômage, moins de corruption de leurs élites et plus de moyens pour les services publics du quotidien. Ces revendications sont au cœur de la mobilisation née sur les réseaux sociaux à l'appel d'un collectif apolitique Gen Z 212. Comprenez, Génération 212, l'indicatif du Maroc. Peu importe qu'il s'agisse de la génération Z, X ou Y, moi je me présente ici en tant que jeune homme dans ce pays. Et je ne parle pas de revendications, c'est honteux de les appeler ainsi. Ce sont juste des droits et des droits basiques comme l'éducation et la santé. La mobilisation a vu le jour à la mi-septembre à Agadir, après le décès en quelques jours de 8 femmes enceintes admises pour des césariennes à l'hôpital public. Le mouvement, qui a gagné aujourd'hui des villes dans tout le royaume, se veut pacifique, mais des affrontements se sont produits avec les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés. 3 personnes ont été tuées par des gendarmes lors de heurts près d'Agadir. Certaines actions de protestation ont dangereusement dégénéré en violence affectant l'ordre et la sécurité. Les manifestants continuent de dénoncer un Maroc à 2 vitesses, celui qui construit des stades pour la Coupe du Monde de football de 2030 et celui qui délaisse l'hôpital et l'école publique. On n'en a rien à faire des stades. Dans ma commune, à côté de Taroudante, il n'y a pas d'hôpital, pas de pharmacie. J'en appelle à Sa Majesté le Roi. Vous êtes responsable de votre peuple. Silencieux jusqu'ici, le roi du Maroc doit s'exprimer vendredi lors de l'ouverture de la saison parlementaire. Alors Mohamed VI parviendra-t-il à calmer la colère du royaume, comme il l'avait fait en 2011, en plein printemps arabe? Ou la Gen Z 212 peut-elle provoquer un automne arabe au Maroc? Nos 3 invités pour ce débat, Hamza Bensouda, bonsoir. Vous êtes politiste et spécialiste de l'Afrique du Nord. Selon vous, il y a un Maroc à 2 vitesses. Celui où tout est beau, tout est serein, ou serait serein et beau. Le Maroc touristique. Et puis il y a le Maroc réel, où les habitants, notamment les jeunes, considèrent qu'ils n'arrivent plus à se faire soigner. À côté de vous, Fadwa Isla, vous êtes grand reporter au magazine Jeune Afrique, spécialiste du Maroc. Selon vous, avec ce mouvement, les jeunes osent exprimer un ras-le-bol général par rapport aux leaders politiques traditionnels qui ne les représentent plus. Quant au roi Mohamed VI, il reste l'arbitre ultime pour résoudre cette crise. Et à côté de vous, Fabrice Epelboin, bonsoir, enseignant et entrepreneur spécialiste du numérique. Vous avez joué un rôle actif dans la cyber-résistance au moment des printemps arabes en 2011, on y reviendra peut-être. Selon vous, la plateforme numérique Discord, qui a permis de regrouper les revendications de cette Gen Z 212, cette Gen Z marocaine, garantit l'anonymat. Problème, elle reste extrêmement facile à infiltrer. Et on démarre le débat, Benjamin, avec justement la plateforme du jour, c'est la fameuse Discord. Discord, un réseau social créé en 2015, initialement pour faire dialoguer des joueurs de jeux vidéo, mais son utilisation s'est élargie avec le temps. Aujourd'hui, Discord cumule environ 600 millions d'utilisateurs et permet de créer des groupes de discussion. Et c'est notamment celui qui est à l'origine du mouvement Gen Z 212. Le principal de ces groupes est suivi par 250 000 membres. Hamza Bensouda, vous en êtes de ce groupe principal sur Discord. Quel en est l'état d'esprit ? C'est un groupe qui a commencé avec, on va dire, relativement 10 000 personnes. On commence déjà avec un grand nombre de personnes et qui a évolué avec le temps. Alors attention, toutes les personnes sur Discord sont bien au courant que l'adhésion à ce groupe est très simple. Donc finalement, on a une infiltration qui a commencé très tôt. Et ce qui le montre aussi, c'est l'exemple de Darb Khelef, Darb Sultan, des quartiers à Casablanca qui devaient être théâtre de ces revendications et qui ont en fait été quadrillés par la police très rapidement. Parce que très rapidement, la police a infiltré ou les renseignements Pour les personnes sur Discord, c'est assez clair, mais ça n'empêche pas de s'exprimer de cette façon puisque le mouvement est serein, il est pacifique. Le but n'est pas d'avoir des violences policières ou d'avoir des violences générales dans la population. Donc en réalité, tout ce qui était dit, tout ce qui est dit, est bien sûr réfléchi 2-3 fois avant de le faire écrire sur cette plateforme. Mais ça reste une plateforme où il y a beaucoup de liberté aussi par rapport à ça, oui. Parce que, Fabrice Epelboin, la force et la faiblesse, c'est l'anonymat de ces réseaux. C'est une
contrainte volontaire. L'anonymat, alors soyons clairs, c'est du pseudonymat. Les Américains derrière de Discord et vraisemblablement des renseignements américains. C'est une plateforme générée par des Américains. Hein, c'est une plateforme américaine hébergée aux États-Unis, protégée par les États-Unis. Les Américains savent très bien qui utilise cette plateforme, mais les autorités marocaines, eux, n'ont accès qu'à des pseudonymes qui fait office d'anonymat. C'est effectivement très facile à infiltrer, n'importe qui, vous, moi, pouvons infiltrer tout ça et regarder ce qui s'y dit. C'est pensé pour ça, et c'est un mouvement qui a appris des précédents mouvements, que ce soit celui de 2016 ou du printemps arabe, et qui du coup ne veut absolument pas exposer d'identité, parce que la moindre identité qui s'exposerait là-dedans ça donnerait lieu à des répressions. Donc tout le monde est sous pseudonyme, il n'y a pas de leadership, il y a une horizontalité totale, ce qui était des modalités d'action qu'on avait commencé à voir émerger durant le printemps arabe avec Anonymous, mais qui là sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus réfléchis, et qui permettent effectivement d'échapper à toute forme de répression et d'accueillir l'infiltration sans problème. Vous pouvez essayer d'infiltrer une plateforme avec 250 000 personnes, vous n'aurez pas beaucoup d'impact. Fadwa Islah, mais justement, on ne parle pas de leadership. Est-ce qu'il y a quand même des gens, des noms qui sont en train de monter ou pas du tout? Non, pas du tout. Une volonté de ne pas avoir de leader. C'est une volonté de rester dans l'anonymat et de ne pas avoir de leader. Ça ressemble à une sorte d'agora, en fait, ou de parlement parallèle, où on parle de toutes sortes de sujets et avec une liberté de ton qu'on ne pourrait pas retrouver par ailleurs. C'est très surprenant de voir le niveau des discussions. On voit que c'est une jeunesse qui est formée, qui est structurée intellectuellement. Alors, il peut y avoir des maladresses, mais globalement, c'est assez impressionnant. Et on dit que les jeunes au Maroc ne s'intéressent pas à la politique. Les discussions sur Discord prouvent le contraire, et tout le contraire. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna le fait que utiliser donc cette plateforme dont vous dites qu'elle est générée et qu'elle appartient à un groupe américain n'est pas comme outil de contestation populaire, n'est pas une première. Eh bien non. Ça existe depuis plusieurs semaines dans d'autres lieux du monde. Oui, exactement. À plus de 8000 km du Maroc au Népal, ils ont vécu une situation similaire. Début septembre, le gouvernement avait décidé d'interdire certaines plateformes numériques comme Facebook et YouTube notamment, ce qui a provoqué la colère de la génération Z. Près de 200 000 jeunes se sont donc retrouvés sur Discord pour planifier des manifestations. Elles ont au final duré une semaine, se sont soldées par 72 morts et près de 2000 blessés. Le gouvernement a fini par tomber. Et c'est aussi sur cette même plateforme Discord que la Gen Z a désigné, grâce à un vote en ligne, une première ministre par intérim. Elle s'appelle Sushila Karki, c'est l'ancienne présidente de la Cour suprême. Et c'est une petite révolution puisqu'elle a quand même été nommée officiellement le 16 septembre sans être jamais passée par les urnes. Elle a d'ailleurs promis, je la cite, de travailler en accord avec la pensée de la génération Z. Scénario assez similaire au Sri Lanka, en Indonésie, au Bangladesh, au Pérou, mais aussi à Madagascar, qui a été secoué par de violentes manifestations depuis le 25 septembre. Les jeunes malgaches ont pris exemple sur les Népalais, ont décidé eux aussi de manifester leur ras-le-bol dans les rues. Le gouvernement a été limogé, mais ce n'est pas suffisant. Ils réclament le départ du président. Et donc on le voit dans tous ces pays, les revendications sont assez différentes, mais ce qui est commun à ces soulèvements, au-delà du fait d'utiliser l'application Discord, c'est la volonté d'en finir avec les élites et une forme de politique à l'ancienne. Fabrice Epelmoin, est-ce que renverser des régimes grâce aux réseaux sociaux, c'est une nouvelle forme de coup d'État 2.0 selon vous? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Un coup d'État, en général, c'est fomenté sous la forme d'un complot par un petit groupe, la plupart du temps issu des militaires. Là, on n'est pas du tout sur un coup d'État. C'est ce que dit le président malgache. On est plutôt sur quelque chose qui s'apparente à une révolution, avec un grand classique de la révolution, comme disait Orwell, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes qui font la révolution et qui prennent le pouvoir après. Là, il n'y a aucune chance que ce soit eux qui prennent le pouvoir, vu que, par définition, il n'y a personne d'identifiable dans le groupe. Donc, au moins, c'est clair. On a un processus révolutionnaire en 2 temps, la révolution et ensuite la reprise en main du pouvoir par des acteurs qui seront nécessairement différents. Ça change des précédentes, où typiquement, lors du printemps arabe, il y avait eu un espoir déçu de reprise en main par les initiateurs de la révolution de la Tunisie, puis de l'Égypte et de tout ce qui a suivi. Là, c'est clair que c'est un mouvement qui ne fait que s'opposer, qui n'a pas d'autre possibilité technique que de s'opposer. Il n'y a pas d'interaction possible, vu qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas d'interlocuteur avec lequel dialoguer. C'est quelque chose qui est l'aboutissement d'un processus. Les Gilets jaunes, c'était les mêmes modalités. Simplement, les Gilets jaunes, il y a des personnalités qui sont émergées, qui se sont laissées séduire par des projecteurs et qui se sont brûlés les ailes à ce jeu. Hamza Bensouda,
L'idée de voter, l'idée de mettre un bulletin de vote dans une urne, c'est quelque chose qui mobilise cette Gen Z ou plus du tout, où tout le rapport à la politique traditionnelle a disparu dans leur esprit et dans votre esprit? En réalité, ce qui est intéressant en fait, de voir au niveau de ce que vous avez dit, c'est que déjà, il y a une intersocialité. L'idée que finalement, les sociétés entre elles se connectent avec un répertoire d'actions que vous avez cité, qui est celui du numérique, d'une part. D'autre part, en fait, l'idée d'aller dans la rue est une idée qui n'est pas nouvelle pour les militants marocains qui sont là depuis longtemps. On peut parler des exemples des femmes dans les prisons marocaines, sous Hassan II. Ce qui est par contre intéressant, c'est que toutes les tranches... on va dire, de tous les secteurs sont tous dans la rue. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est de voir que la plupart ne cherchent pas à s'exprimer, ils essayent d'éviter parfois. Il y a l'idée de rester anonyme, donc on a beaucoup de demandes aux photojournalistes, d'ailleurs, de ne pas prendre en photo ou de blur en fait, les visages, ça fait partie de ça. Et donc, pour revenir à la question du vote, etc., ça posera éventuellement la question sur le temps long. Là, pour l'instant, la question, c'est de se faire entendre, et c'est le but ultime de ce Discord, puisque c'est la parole qui est libre de plusieurs personnes. Et je tiens juste à Liberté mettre un point... d'expression. Exactement. Et sur un point important aussi, c'est le langage aussi, parce que je suis très attaché à ça. On a dans la rue à la fois de l'arabe, comme vous l'avez, donc de la Delija aussi, mais aussi de l'amazir, qui fait partie de ces revendications. Donc les Bébars font partie de ces revendications, parce qu'on a en fait la ruralité qui se mêle à l'urbanité. Et tout ça est très important, et c'est pour ça que ce mouvement est finalement multidimensionnel et dans plusieurs villes, à la fois dans le sud d'Agadir, d'où je viens, ou très bien à Tétouan, tout au bout du nord du Maroc. Oui, il y a aussi un imaginaire collectif qui est utilisé, c'est celui du manga. Alors, on retrouve par exemple le drapeau One Piece et dans d'autres manifestations. Tout ça, c'est un code, mais qui est virtuel, mais qui se retrouve aussi dans la rue. Là, en l'occurrence, il y a une communauté numérique, mais il y a aussi des manifestations. Donc on voit que les deux sont quand même très liés. Les deux sont très liés, mais ce que je retiens, moi, plus que tout, vous avez évoqué tout à l'heure les questions au Népal, l'idée de renverser potentiellement. Là, la requête qui revient de manière très forte, c'est la demande de démission du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Pourquoi ? D'ailleurs, il y a eu un communiqué de cette Gen Z 212 il y a 2-3 jours qui évoque, parmi ses toutes premières revendications, la nécessité d'une démission du chef du gouvernement. Et la dissolution des partis politiques. Et de la dissolution des partis C'est un parti politique. Donc ça rejoint votre question sur le vote. Oui. C'est-à-dire qu'il y a en fait un désaveu total et un défi, une défiance par rapport à la classe politique classique. Et donc à partir de là, il y a quelque chose à réinventer totalement. Alors vous parliez du Premier ministre Aziz Akhannouch. Eh bien, il a attendu quelques jours avant de réagir. Il a fini par le faire par communiqué, puis dans une allocution officielle le 2 octobre. وتجدد مرة أخرى التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة. Oui, Fabrice Epelloin, on entend parler de dialogue. En même temps, voilà, ce qu'il dit, c'est moi je veux bien dialoguer, mais avec qui? Il joue un peu aussi sur cette ambiguïté du numérique, du virtuel, non? Alors, je ne prononcerai pas sur le fait est-ce qu'il joue à l'idiot ou pas, mais très clairement, il est face à une typologie de mouvement avec lequel il ne peut pas y avoir de dialogue. On se souvient tous, dans les premiers temps des Gilets jaunes, de Édouard Philippe qui avait alpagué un inconnu parmi la foule qui s'était retrouvé dans une réunion... Qui était Premier ministre à l'époque. Qui était Premier ministre, qui s'était retrouvé dans une réunion à Matignon et qui, totalement dépassé par les événements, avait sorti son téléphone pour faire un live Facebook parce que, ne se sentant pas en mesure de représenter quoi que ce soit, on est face au même... On ne peut pas échanger avec un tel mouvement. Il peut éventuellement s'adresser à vous, mais il n'y a pas de canal retour. Et donc, il n'y a pas d'autre issue que sa démission. Alors, à propos donc, de l'impossibilité de dialoguer entre le Premier ministre Aziz Akhannouch et les jeunes de la Gen Z, vous n'êtes pas d'accord sur le constat? C'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a déjà fait un grand oral le 10 septembre où il a préparé les questions en avance et a annoncé à tout le monde qu'il avait créé 600 000 emplois, ce qui a un peu commencé aussi cette contestation. Et Aziz Akhannouch, il faut aussi souligner qu'il est le maire de la ville d'Agadir, qui est d'où est partie cette contestation par rapport aux femmes qui sont mortes en fait, à l'hôpital Hassan II. 8 femmes, c'est ça. 8 femmes, exactement. Faute de soins. Donc en fait, il y a
il fait semblant de ne pas savoir comment communiquer avec cette population, ne propose pas, et rappelons que dans le cadre de la Constitution marocaine, ils ont leur droit de protester, article 29 de la Constitution, et parallèlement à ça, c'est à lui de trouver des solutions. C'est lui qui a été élu, vous parlez d'élection, il est élu par le peuple pour trouver des solutions. Il est censé faire le tampon. Ouais. Donc le fait qu'il ne le fasse pas, c'est aussi un point. Et juste avant de peut-être laisser la parole, rapidement, on a connu pendant très longtemps les années de plomb au Maroc. C'est des 62. Années... Exactement. Et c'est des années qui ont été marquées par aussi les militantes et les militants. Et lui, ce qu'il est en train de faire, c'est un silence de plomb. C'est-à-dire qu'il ne répond pas. Il a la possibilité de répondre, il ne répond pas. Et bien sûr, comme d'habitude, sur un mouvement social comme celui-ci, le détenteur de la parole et de la réponse à tout ça va être forcément le roi. On va y revenir tout à l'heure, mais Fadwa Islah, le problème aussi avec le Premier ministre, c'est qu'il incarne une forme d'oligarchie. Il est milliardaire, et par rapport à la lutte contre la corruption et le sentiment qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux et qu'il y a trop d'argent consacré à des stades invraisemblables et à quelque chose dont ne bénéficient pas les Marocains, il pose problème? Ça ne passe pas. Il est perçu, il n'est absolument pas crédible aux yeux de la population. Alors, Hamza a évoqué une prise de parole le 10 septembre qui, à mon sens, a jeté de l'huile sur le feu parce qu'il a quand même été jusqu'à dire que les Marocains vont très bien, alors qu'il y a quand même 36% de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans. Absolument. Oui. Et donc, dire que tout le monde va très bien au Maroc et évoquer les sinistrés du séisme du Haouz en disant que la situation est sous contrôle, il y a aussi... il y a un moment, le déni et l'autocongratulation, ça passe pas. En tout cas, pas à une période où les réseaux sociaux diffusent les choses très rapidement. Permettent de s'informer. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de soupçons de conflits d'intérêts qui pèsent sur la tête du chef du gouvernement. Non seulement parce qu'il a la tête de sociétés pétrolières et de holding très importantes et donc des marchés sur lesquels il y aurait des choses à... Il s'est enrichi ces dernières années en étant au pouvoir, dit-on là-bas. En tout cas, il y a des choses à clarifier et régulièrement, ça revient sur la table. Donc, et les Marocains ne sont pas dupes sur ça. Et là, discuter avec lui, c'est une impossibilité. Ensuite, à chaque fois qu'il a pris la parole, il l'a fait de manière laconique, qui donne une impression d'être complètement déconnecté, d'être méprisant et hors sol par rapport à la réalité du Marocain moyen. Et une dernière chose, 1,250 milliard doivent être consacrés à la construction de plusieurs stades dans le cadre de la Coupe du Monde. Et ça ne passe pas? Ça ne passe absolument pas parce qu'en fait, tout simplement, et je vais reprendre vraiment les mots de mes concitoyens et concitoyennes, l'idée était très simple, c'est on a El Maghreb, donc le Maroc, et on a Morocco. Et en fait, les deux images sont renvoyées dos à dos. L'idée de ce que les Marocains vivent, et vous prenez l'exemple de l'hôpital Hassan II, je vous donne un autre exemple qui est l'hôpital de Taza, où on avait vu le directeur de l'hôpital avait volé même une partie de l'équipement. Donc il y a le Maghreb et il y a le Morocco, ce qu'on vend, c'est-à-dire c'est différent. Et en fait, ce qui est dommage, c'est en fait, on pense en jouant sur la fibre footballistique du Maroc, et ça se retourne complètement contre tout ça. Si je peux me permettre sur ce point du foot, à mon sens, ce qui choque fondamentalement, ça n'est pas tant qu'on organise une Coupe du Monde, parce que ça, c'est un pays qui est vraiment mordu de foot. De foot, et c'est une fierté immense. En revanche, c'est cette contradiction entre une capacité à sortir de terre, à ériger des stades gigantesques. Mais par contre, il n'y a pas d'hôpital à Taroudante, comme on l'a vu exprimé par une jeune manifestante. Et quand c'est un hôpital, il fonctionne au ralenti. Pas où il faut payer. Alors, vous allez réagir, mais on va vous soumettre une archive qui remonte à 2011, au moment justement des printemps arabes dont parlait Fabrice Epelboin tout à l'heure. Le Maroc avait connu un mouvement de protestation, vous l'avez rappelé, le mouvement du 20 février. Et le roi Mohamed VI avait promis un paquet de réformes. Regardez. Opération distribution de tracts dans un quartier populaire de Rabat. Nizar et ses amis sont tous membres du mouvement du 20 février. Créé sur Facebook, il est à l'origine des manifestations populaires du mois dernier. Depuis, le roi Mohamed VI a promis des réformes et une révision de la Constitution. Mais pour les jeunes, cela ne suffit pas. Ils appellent de nouveau à manifester dimanche. Il parle de réforme de la Constitution et non de changement de la Constitution. Et ça, c'est un point problématique quand on sait que la Constitution actuelle n'est pas démocratique. Il y a d'autres volets que le discours du roi n'a pas évoqué, à savoir surtout le volet socio-économique. En plus de la dissolution du Parlement et du gouvernement, ces jeunes réclament par exemple l'éducation et la santé gratuite pour tous, une distribution équitable des richesses ou encore une véritable liberté d'expression.
Fabrice Epelmoin, à l'époque, Mohamed VI donc avait éteint ce mouvement en quelque sorte. Là, tous les regards se tournent vers lui. Et en même temps, à l'époque, voilà, c'était parti de Facebook. Là, c'est sur un autre réseau social. Est-ce que ça ne peut pas avoir le même effet? C'est-à-dire que tout ça soit très éphémère? Ça pourrait tout à fait être très éphémère. Après, c'est pas parce que ça va s'arrêter dans 15 jours sur une déclaration du roi que ça va pas reprendre 6 mois plus tard. Et surtout que ça va pas se propager à d'autres pays. C'est vendredi, l'intervention du roi. L'Algérie est aujourd'hui un peu sous verrou sécuritaire. En Tunisie, il se pose des questions. Et vous n'avez pas manqué les déclarations d'Emmanuel Macron qui semble terrifié de la liberté d'expression des citoyens français sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas un hasard. Il a peur d'une Gen Z 33, vous pensez? Il y a un très fort risque. 33, c'est l'indicatif téléphonique, et 212, c'est celui du Maroc. Il y a non seulement un très fort risque de Gen Z 33, mais d'une façon générale, le fait que les dirigeants aient divorcé de leur population, ce qui est valable tout aussi bien au Maroc qu'en France, la différence c'est que nous, on n'a pas de roi, fait que, effectivement, la contestation aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Elle n'est plus dans les corps intermédiaires tels que les syndicats, les partis politiques. Les médias ne sont pas du bon côté, et donc les réseaux sociaux servent de corps de résonance à toute forme de contestation vis-à-vis du pouvoir. Fadwa Islah, en même temps, le roi est épargné par ce mouvement pour l'instant. Vu d'ici, on s'en étonne. Certes, il est le commandant des croyants, mais tout de même, il a une fortune personnelle estimée à des milliards d'euros. Tout cela, c'est un tabou ou ça émerge? Non, alors il y a un élément à avoir en tête, c'est qu'ils ont le sentiment qu'ils partagent leurs préoccupations. Et ça, c'est d'abord lié au fait qu'il y a eu plusieurs discours, dont le dernier date du mois de juillet, où ils soulignaient la nécessité d'en finir avec le Maroc à plusieurs vitesses, où cette question des inégalités territoriales et sociales était rappelée, où il a rappelé aussi la question des élections législatives qui arrivent et de nécessité de réformer la loi électorale pour que ce soit le plus transparent possible. Donc, quelque part, ils ont le sentiment d'être déjà sur la même ligne que lui. Et contrairement à ce qui pouvait se passer pendant le printemps arabe, où la rue sortait pour réclamer, on va dire, une monarchie parlementaire, une réforme du régime, aujourd'hui, on n'est absolument pas là-dedans. Rapidement, Hamza Bensouda, vous pensez que le roi peut vraiment mettre fin à ce mouvement en satisfaisant les revendications? Il l'a déjà fait à plusieurs reprises et il y a une très forte possibilité qu'il y arrive, sans aucun doute. Oui. Eh bien, écoutez, merci. Ce sera la conclusion de ce débat. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce mouvement Gen Z 212 et sur ceux qui ont eu lieu au Népal et dans d'autres régions du monde. Merci encore.